Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce mardi 3 février 2026. Tout de suite les titres de l'actualité. Algérie-Chine, le président algérien Abdelmadjid Tebboune adresse un message au président chinois. Les détails dans ce journal. Dans un discours prononcé ce mardi lors de l'ouverture du colloque des chefs des centres consulaires, le Premier ministre algérien Séfi Riyib a appelé à l'adoption des approches innovantes pour répondre aux préoccupations de la communauté algérienne. Au Maroc, le ministère des Finances s'oppose à un appel d'offres pour un gazoduc invoquant des irrégularités procédurales et des risques financiers et d'incertitudes liées à la nouvelle loi sur le gaz. Au Soudan, l'armée soudanaise brise le long siège imposé par les forces de soutien rapide à Kadougli. Cessez-le-feu à Gaza, l'Organisation des Nations Unies condamne les meurtres de civils dans l'enclave palestinienne. On fait le point dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a adressé mardi une lettre de remerciement à son homologue chinois Xi Jinping et quelques jours après avoir reçu les félicitations du président chinois à l'occasion du succès au lancement du satellite spatial Alsa-3. Monsieur le Président et cher ami, c'est avec une profonde gratitude et une grande estime que j'ai reçu le télégramme de félicitations que vous avez eu l'amabilité de nous adresser à l'occasion du lancement réussi du satellite Alsat-3 depuis le centre de Jiuquan, en République populaire de Chine. Et je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour les sentiments sincères et nobles que contient votre télégramme qui reflète la profondeur des relations entre nos deux pays et ce qui les caractérise, à savoir une amitié solide et une coopération fructueuse. Tout comme vous, je suis convaincue que cette réalisation constitue un ajout qualificatif à l'édifice de nos relations historiques qui connaissent aujourd'hui leur apogée grâce à la volonté politique que nous partageons de concrétiser le partenariat stratégique entre nos deux pays amis. Au moment où nous célébrons cette réalisation, je ne peux que réaffirmer à votre Excellence notre engagement sincère et notre détermination à continuer à travailler avec vous pour obtenir davantage de succès, de réalisations et d'acquis afin de répondre aux aspirations de nos deux pays et de nos deux peuples amis. Je vous renouvelle mes sincères remerciements et ma profonde gratitude et j'espère, Votre Excellence le Président et cher ami, que vous accepterez mes salutations les plus distinguées et l'expression de ma haute considération. Par ailleurs, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a aussi reçu ce mardi un appel téléphonique de Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres de la République italienne, au cours duquel ils ont évoqué la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Italie, pays amis, ainsi que le prochain sommet euro-africain. Ils ont également évoqué à cette occasion la lutte contre l'immigration clandestine et la prochaine visite de la présidente du Conseil des ministres italiens en Algérie après le mois de Ramadan, qui sera l'occasion de créer la chambre de commerce algéro-italienne proposée par Giorgia Meloni selon le communiqué de la présidence algérienne. Activité présidentielle, le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République Portugal, Paulo Rangel, et la délégation l'accompagnant. L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines Ahmed Attaf, du conseiller auprès du président de la République chargé de la direction générale de la communication Kamal Sidi Saïd, du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques à Rabat et de l'ambassadeur d'Algérie auprès du Portugal, Saïd Moussi.
Et dans le volet diplomatique de ce journal, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu mardi le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères portugaise, Paulo Rangel. Les deux ministres se sont entretenus en tête-à-tête, puis ont présidé des discussions élargies auxquelles ont pris part les membres des délégations des deux pays. Selon le communiqué du ministère algérien, les discussions ont permis de passer en revue les différents aspects de la coopération entre l'Algérie et le Portugal dans le contexte de la célébration l'année dernière du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et du 20e anniversaire de la signature du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération. Les deux parties ont également discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales dans leurs différentes dimensions et axes en prévision de la tenue de la 6e réunion algéro-portugaise de haut niveau. Et la rencontre entre le ministre d'État Ahmed Attaf et son homologue portugais Paulo Rangel a été l'occasion d'échanger des points de vue et d'analyse sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères indiquait que les deux parties avaient échangé leurs points de vue sur les développements de la question palestinienne, la situation dans la région du Sahel, la question du Sahara occidental ainsi que les perspectives du partenariat euro-méditerranéen. Le Premier ministre algérien Sefi Ghrieb a insisté sur la nécessité d'établir une feuille de route pour renforcer le rôle de la communauté algérienne à l'étranger dans le processus de construction nationale et promouvoir sa participation à la vie nationale. Lors d'un discours prononcé ce mardi lors de l'ouverture du colloque des chefs des centres consulaires, Sefi Ghrieb a souligné l'importance de garantir le renforcement et la consolidation du principe de protection des Algériens où qu'ils se trouvent ainsi que l'anticipation et la formulation des solutions pratiques répondant aux besoins émergents de la communauté algérienne à l'étranger. La tenue de cette réunion, plus de 20 ans après la première édition, est devenue une nécessité dictée par l'importance de faire le point sur les actions menées au profit de la communauté nationale à l'étranger et adapter les mesures et les procédures allouées à cette catégorie. S'il convient de souligner les principaux thèmes qui devraient retenir votre attention dans le cadre des travaux de cette conférence, je voudrais mentionner particulièrement les objectifs suivants. Premièrement, assurer le renforcement et la consolidation du principe de protection des citoyens à l'étranger, où qu'ils soient et en toutes circonstances. Deuxièmement, poursuivre la planification des procédures administratives afin de garantir des services consulaires de qualité à nos citoyens résidant à l'étranger. Troisièmement, renforcer la transformation numérique des services consulaires, pilier fondamental de la réforme du système consulaire. Quatrièmement, anticiper et formuler des solutions pratiques qui répondent aux nouveaux besoins de notre communauté à l'étranger, notamment dans le domaine économique, culturel, mais également dans le domaine de la communication. Et le Premier ministre algérien Sefi Ghrieb a appelé à l'adoption d'approches innovantes et des méthodes modernes pour répondre de manière optimale aux préoccupations de la communauté algérienne établie à l'étranger et à ses aspirations et la nécessité de renforcer les liens avec la nation et de l'impliquer efficacement dans les différents processus de développement national. L'obtention de résultats concrets concernant les objectifs cités ultérieurement est une nécessité urgente qui s'inscrit dans le cadre des engagements du gouvernement à concrétiser les directives du président de la République en adoptant une approche novatrice et des méthodes modernes pour une prise en charge optimale des préoccupations de la communauté et de ses aspirations et de renforcer ses liens avec la nation et sa participation effective aux différentes étapes de développement national. Je suis certain que les résultats concrets qui couronneront votre travail définiront une nouvelle orientation pour le processus de gestion consulaire fondé sur la qualité, l'efficacité et l'efficience.
Et Seferri Bari a affirmé dans son discours l'importance stratégique de la communauté algérienne établie à l'étranger, la considérant comme partie intégrante de la nation. L'Algérie attache une importance particulière à sa communauté nationale à l'étranger, qu'elle inscrit dans sa constitution en stipulant explicitement le rôle de l'État dans la protection des citoyens expatriés et de leurs intérêts, la préservation de leur identité et de leur dignité, le renforcement de leurs liens avec la nation et la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d'origine. Cette approche qui considère la communauté nationale à l'étranger comme une partie intégrante de la nation reflète l'importance que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, accorde à notre communauté à l'étranger, qui place au cœur de ses préoccupations le défi auquel est confronté notre réseau consulaire et de s'efforcer constamment et avec diligence d'être à la hauteur de la ferme volonté exprimée à de nombreuses reprises par le président de la République, notamment lors de la conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires qui s'est tenue en novembre 2021, au cours de laquelle il a souligné l'importance stratégique de la communauté nationale à l'étranger. Par ailleurs, le Premier ministre algérien évoquait le dernier appel lancé par le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, aux jeunes Algériens se trouvant à l'étranger dans des situations précaires et illégales. Il a invité les chefs des centres consulaires à faire le nécessaire pour assurer le suivi. L'appel récemment lancé par le président de la République aux jeunes Algériens de l'étranger en situation précaire et irrégulière témoigne une fois de plus de cet engagement constant à protéger les fils et les filles de l'Algérie en prenant la décision de régulariser le statut de ces Algériens et Algériennes, une décision qui vous oblige en tant que chef des centres consulaires de veiller à sa mise en œuvre d'une manière qui témoigne de l'importance que les plus hautes autorités du pays accordent à l'établissement du principe de protection de nos citoyens de toutes catégories, en toutes circonstances et où qu'ils se trouvent. Seferri a insisté sur la nécessité d'élargir le rôle des centres consulaires afin d'y inclure d'autres questions, notamment la lutte contre l'islamophobie, la discrimination raciale et les troubles identitaires. Le rôle des centres consulaires ne devrait pas se limiter à la simple prestation de certains services administratifs, aussi importants soient-ils, mais devrait inclure d'autres questions tout aussi importantes, soulevées par la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en raison de l'exacerbation de l'islamophobie, de la discrimination raciale et des crises identitaires. Par conséquent, le centre consulaire doit jouer son rôle culturel et scientifique en contribuant à la mise en place et à la revitalisation de la vie culturelle afin de répondre aux besoins urgents et croissants de la communauté, notamment des générations ayant grandi à l'étranger, de connaître l'histoire nationale et la culture algérienne dans toute sa richesse et sa diversité. Et le Premier ministre algérien Seferri a appelé à mobiliser l'appareil consulaire pour qu'il dépasse la bureaucratie et devienne un moteur de développement. Riyib a souligné la nécessité pour l'appareil consulaire de se charger de faire connaître le climat des affaires et de l'investissement en Algérie, ainsi que de mettre en place des mécanismes permettant aux membres de la diaspora de renforcer leur rôle dans le soutien à l'investissement et la concrétisation de leurs projets dans leur pays d'origine. أود التأكيد على أن مساهمة هذه المراكز التي تتواجد في تواصل دائم. Je tiens à souligner que la contribution de ces centres en contact quotidien et permanent avec des millions de citoyens à travers le monde est essentielle à la réalisation des objectifs de développement dans divers domaines. Il est donc attendu que l'appareil consulaire soit mobilisé pour dépasser la pensée bureaucratique et devenir un véritable moteur de développement, notamment grâce à la présentation du climat, des affaires et d'investissement en Algérie à la lumière des réformes économiques mises en œuvre par les pouvoirs publics et en établissant des mécanismes appropriés pour permettre aux membres de la communauté nationale à l'étranger de renforcer leur rôle dans le soutien aux investissements et la réalisation de leurs projets dans la patrie, sans oublier de faire connaître les produits algériens et promouvoir leur présence dans le pays hôte, activer les cellules de suivi économique et fournir un soutien continu aux opérateurs économiques nationaux.
Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a souligné le rôle des représentations consulaires algériennes à l'étranger, indiquant que la mission de protection consulaire prend une dimension stratégique majeure à la lumière de l'importance que lui accordent les hautes autorités. De faciliter l'obtention de certaines prestations consulaires au profit de notre communauté nationale à l'étranger qui a une spécificité de résider dans des territoires étrangers et parfois à des distances importantes par rapport au siège de nos représentations consulaires. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et des transports avait fait une déclaration récemment sur le projet de renouvellement des passeports biométriques en ligne. Cette question figurera en bonne place dans l'atelier dédié à la modernisation et nous comptons déployer cette solution par étapes en commençant bien évidemment par certains postes pilotes en prévision d'un déploiement sur l'ensemble de notre réseau diplomatique et consulaire une fois les conditions réunies et une fois l'approche validée à l'occasion de ce séminaire consulaire. Sahara occidentale à présent, les défenseurs des droits humains continuent d'exiger le respect de la légalité internationale au Sahara occidental et de s'opposer à toute tentative visant à contourner le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'association des parents de détenus et de disparus sahraouis a martelé que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination est inaliénable, droit consacré sans ambiguïté par les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Depuis 1963, l'association des parents de détenus et de disparus sahraouis a lancé un appel urgent à l'ONU pour qu'elle rejette toute tentative de dénaturer l'essence même du droit à l'autodétermination et le cadre dans lequel la mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la MINURSO, a été créée. Au Maroc, un document officiel a révélé mardi que le refus du ministère marocain des Finances était à l'origine de la décision du ministère de l'Énergie de suspendre l'appel d'offres pour un gazoduc. Le ministère de l'Énergie avait lancé l'appel d'offres le mois dernier dans le cadre de ses efforts visant à faciliter l'importation de gaz et à réduire la dépendance au charbon. Mais le ministère des Finances a rejeté l'appel d'offres, invoquant des irrégularités procédurales et des risques financiers et l'incertitude liée à la nouvelle loi sur le gaz. Selon le document et la source, le ministère de l'Énergie a annoncé lundi la suspension de l'appel d'offres en raison de ce qu'il a qualifié de nouvelles normes et hypothèses, sans donner plus de détails. Section le Soudan à présent, où l'armée soudanaise a annoncé mardi avoir brisé le long siège imposé par les forces de soutien rapide à Kadougli, capitale du Kordofan Sud, dans une région stratégique où les combats ont fait fuir des dizaines de milliers de personnes. Cette annonce marque la dernière avancée en date de l'armée, dont le Kordofan, une région devenue le front le plus disputé de la guerre qui l'oppose depuis avril 2023 aux forces de soutien rapide. L'annonce de la levée du siège intervient une semaine après que l'armée a revendiqué fin janvier avoir percé les lignes autour de 10 lignes situées à environ 130 km au nord de Kadougli. En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 71 803 martyrs et 171 570 blessés, a indiqué ce mardi un nouveau bilan des autorités sanitaires palestiniennes. Les corps de martyrs et 15 personnes blessées ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, a précisé la même source, notant que des milliers de victimes se trouvent encore sous les décombres. Pour rappel, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 529 martyrs sont tombés en martyrs et 1462 autres ont été blessés, tandis que les corps de 717 martyrs ont été récupérés selon les autorités sanitaires palestiniennes dans l'enclave.
Et l'ONU a déclaré lundi être alarmée par les informations faisant état de victimes civiles à Gaza à la suite des frappes aériennes sunnistes du week-end, tout en saluant la réouverture partielle du point de passage de Rafah pour les évacuations médicales. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que l'organisation était très préoccupée par les meurtres de civils et les frappes aériennes sunnistes et a réitéré sa condamnation de toutes les morts de civils. Nous saluons la réouverture du point de passage de Rafah, comme nous l'avons déjà indiqué. Les civils doivent pouvoir quitter et revenir volontairement et en toute sécurité, conformément au droit international. Il est essentiel que les fournitures humanitaires indispensables puissent entrer en quantité suffisante avec moins de restrictions par Rafah et tous les autres points de passage. Aujourd'hui également, l'OMS a soutenu les efforts d'évacuation médicale depuis Gaza. L'Organisation mondiale de la santé nous informe que la dernière évacuation médicale par le point de passage de Rafah remonte à mai 2024. L'OCHA, en collaboration avec plusieurs entités des Nations Unies et des ONG partenaires, a mis en place un centre d'accueil à l'hôpital Nasser de Khan Younis. Nous avons également pris connaissance des informations faisant état de violences ce week-end et nous sommes très préoccupés par les meurtres de civils et les frappes aériennes israéliennes. Nous condamnons une fois encore tous les meurtres de civils. Et le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, Christian Lindmeier, a indiqué ce mardi que les 5 premiers patients avaient été transférés par le biais du point de passage de Rafah à Gaza avec l'Égypte qui a rouvert partiellement lundi. Il s'agit de la première évacuation médicale par cet itinéraire depuis 2025. Selon ce dernier, plus de 18 500 patients attendent d'être évacués après 2 ans de génocide. Hier, le 2 février, l'OMS et ses partenaires ont apporté leur soutien à l'évacuation sanitaire de 5 patients et de 7 accompagnateurs vers l'Égypte via le point de passage de Rafah. Il s'agissait de la première évacuation sanitaire par cet itinéraire depuis le cessez-le-feu survenu courant en 2025. Le rôle de l'OMS a consisté à assurer le transfert en toute sécurité des patients de Gaza jusqu'au point de passage de Rafah. Le processus est toujours lent et bien sûr, l'évacuation de 5 patients est une excellente nouvelle pour ces 5 personnes, mais il est essentiel de rappeler que plus de 18 500 patients à Gaza nécessitent toujours des soins médicaux spécialisés qui ne sont actuellement pas disponibles dans l'enclave. Nous pensons tous que cela a fonctionné jusqu'à présent et nous espérons que ce processus s'étendra et permettra à un plus grand nombre de personnes ayant besoin d'être évacuées de partir. Et dans le reste de l'actualité de ce journal, la Russie dispose de volumes suffisants de carburant et bénéficie même d'un excédent, a déclaré mardi le vice-premier ministre Alexandre Novak. Dans un discours prononcé devant des parlementaires russes, Novak a indiqué que la situation sur le marché russe des produits pétroliers s'était stabilisée. L'automne dernier, la Russie ouvre désormais ses marchés aux principaux producteurs afin d'éviter le surstockage qui pourrait survenir en raison d'infrastructures de stockage insuffisantes, a déclaré Novak. Selon le vice-premier ministre, les exportations d'énergie initialement destinées à l'Europe ont été réorientées vers la Chine, l'Inde et d'autres pays après l'instauration des sanctions occidentales sur les produits russes. L'un de nos principaux produits d'exportation est l'énergie, un secteur que je suis de près. Les flux énergétiques importants qui étaient auparavant destinés à l'Europe ont été réorientés vers la Chine et l'Inde. Je mentionne ces 2 pays car ce sont les plus importants, même s'ils ne sont pas les seuls. En ce qui concerne la situation sur le marché des produits pétroliers russes, je ne suis pas d'accord pour dire qu'elle reste tendue. Elle s'est stabilisée l'automne dernier. Nous disposons désormais de volumes suffisants d'essence et de gasoil. Et le Kremlin a déclaré ce mardi que l'abandon des limites imposées aux arsenaux nucléaires stratégiques de la Russie et des États-Unis serait très néfaste pour la sécurité mondiale. Le traité nucléaire New Star entre les 2 pays expire jeudi 5 février. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que la proposition de Moscou de continuer à respecter les limites du traité concernant les missiles et les lanceurs pendant une année supplémentaire était toujours d'actualité, mais que les États-Unis n'y avaient pas encore répondu.
L'initiative russe présentée par le président Vladimir Poutine est toujours d'actualité. Nous n'avons pas encore reçu de réponse des États-Unis. Le temps presse, il se rétrécit à vue d'œil. Littéralement, dans quelques jours seulement, la situation mondiale sera plus périlleuse qu'elle ne l'a jamais été. Pour la première fois, la Russie et les États-Unis, les deux pays qui possèdent les plus importants arsenaux nucléaires, ne disposent toujours pas d'un document fondamental limitant et contrôlant ces arsenaux. Nous estimons que cela est très préjudiciable à la sécurité stratégique mondiale. Notre proposition reste d'actualité jusqu'à l'expiration du traité. Par ailleurs, le Kremlin a indiqué mardi n'avoir reçu aucune information de l'Inde concernant un éventuel arrêt de ses achats de pétrole russe à la suite de l'annonce par Donald Trump d'un accord commercial avec New Delhi. L'Inde est un client majeur pour le pétrole russe. Le président russe Vladimir Poutine s'était rendu en Inde en décembre 2025 après plusieurs visites de Narendra Modi en Russie. Il avait alors indiqué que la Russie était prête à continuer des livraisons sans interruption de pétrole. Nous suivons bien sûr de très près toute l'actualité sur ce sujet. Nous accordons une grande importance aux déclarations du président Trump. Nous prenons note et les analysons scrupuleusement. Nous respectons profondément les relations bilatérales américano-indiennes. Ce à quoi nous accordons encore plus de valeur, c'est notre partenariat stratégique avancé avec l'Inde. C'est ce qui compte le plus pour nous et nous avons l'intention de développer davantage nos relations bilatérales avec New Delhi. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.